Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Campus Channel. Merci de nous suivre et de nous rejoindre pour cet oral de 45 minutes. Et avec moi, j'ai aujourd'hui l'ESCP Business School pour parler de son programme Grande École, entre autres. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Cécile Karoubi, directrice académique du Master in Management Grande École, et en distanciel, Sylvestre Hayes, étudiant en M2 du Master in Management Grande École. Merci à tous les deux. Merci Cécile d'être parmi nous. Merci Eve pour l'invitation. Alors, le traditionnel pitch, on commence par ça. Cécile, 1 minute chronométrée pour introduire un petit peu votre programme Grande École. C'est à vous. Alors, merci Eve. Que devez-vous savoir à propos de ESCP? ESCP, c'est une école de management européenne disposant de 6 campus urbains et 200 ans d'histoire. À propos du programme Grande École de l'ESCP, c'est un programme en 3 ans qui est à la fois un programme généraliste et spécialisé, puisque pendant la première moitié du programme, les étudiants suivent les cours fondamentaux du management, et pendant la deuxième moitié du programme, ils peuvent suivre jusqu'à 3 spécialisations parmi plus de 60. Cette structure du programme permet à nos étudiants de totalement personnaliser leur cursus en fonction de leur orientation professionnelle. C'est aussi une exposition internationale forte avec nos campus, nos doubles diplômes, nos programmes d'échange et une communauté étudiante particulièrement internationale et très diversifiée, pas simplement en termes de nationalité. Très bien, vous êtes parfaitement dans les temps, Cécile, bravo. Merci. On va pouvoir justement développer tout ce que vous avez dit en introduction. Tout de suite avec la première question, qui se charge de faire passer l'épreuve d'entretien de personnalité à l'ESCP? Qu'attendez-vous des candidats durant ce passage stressant? Alors on sait qu'on est dans la période des admissibles et que cette question, on la pose à toutes les écoles. Bien sûr. Donc en fait, pour l'épreuve de personnalité, les jurys sont composés de 2 ou 3 personnes, dont au moins une personne qui travaille à l'ESCP, donc soit du personnel administratif, soit des professeurs, et puis un ancien ou un responsable des ressources humaines. Donc généralement, il y a 3 personnes, il se peut qu'il n'y en ait que 2. Et puis ce qu'on recherche vraiment à travers cette épreuve d'entretien, qui est très stressante effectivement pour les candidats, c'est vraiment on veut apprendre à les connaître en fait. On leur fait remplir un questionnaire et l'essentiel des questions, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes écrit sur leur questionnaire. Donc, on va leur poser des questions sur leur passion, leur hobby, à quoi ils occupent leur temps. Alors, vous attendez des candidats de prépa venant de quel type de filière? Alors, on recrute sur toutes les filières de prépa, technologique, littéraire, économique, scientifique. Il n'y a aucune distinction. C'est vraiment la même épreuve d'entretien pour tout le monde. Donc, on n'a pas de... Voilà. Par contre, on a effectivement des critères un peu communs pour tous les candidats. On va vraiment chercher à voir si les candidats sont ouverts d'esprit, sont capables de sortir de leur zone de confort. Très bien. Alors, Sylvestre, est-ce que toi, tu es sorti de ta zone de confort pendant l'épreuve de personnalité, d'entretien de personnalité? Toi, tu l'as passé. Comment ça s'est passé? Alors oui, totalement. Je suis sorti de ma zone de confort parce que déjà, on nous pose des questions auxquelles on ne s'attend pas forcément. C'est pas du tout négatif, mais c'est juste qu'ils apprennent vraiment à nous connaître. Du coup, voilà, ils vont aller chercher du détail pour voir. Moi, je sais que j'avais eu des questions sur le sport que je pratiquais, un peu plus précises. Et c'était aussi très intéressant parce que du coup, ça instaure une discussion sur laquelle on s'attend pas. Et après, c'est aussi déstabilisant parce qu'on a l'impression que on arrive et on doit forcément déjà donner ce qu'on a envie de faire plus tard, avoir un parcours très précis à l'ESCP, je veux faire cette spécialisation, etc. Mais je pense que c'est vraiment pas le but. On crée son parcours à l'ESCP quand on y est déjà. Donc voilà, il faut pas avoir peur non plus d'être curieux et de le dire clairement si on n'a pas forcément envie de finir dans tel ou tel domaine aujourd'hui. Et je pense, Cécile, corrigez-moi si je me trompe. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas du tout des candidats issus de prépa qu'ils aient déjà un projet professionnel. Pour nous, c'est plutôt normal et sain de ne pas savoir ce qu'on veut faire quand on a 20 ans. Par contre, se poser la question de pourquoi j'ai choisi de faire une école de management, ça c'est très important. Donc on va aussi les questionner là-dessus. Mais sur le projet professionnel, pas du tout. On préfère 100 fois un candidat qui va être très honnête avec nous et nous dire « je ne sais pas encore », plutôt qu'un candidat qui va se bricoler un pseudo parcours professionnel et on va vite se rendre compte que c'est bricolé, que ça ne tient pas la route. Justement, en parlant de questions, au niveau exemple, par exemple, votre jury pose quel type de questions? Combien de temps de préparation est-il donné aux candidats? Donc là, on parle du déroulement de l'épreuve. Alors le déroulement, en fait, ils ont rempli le questionnaire en question en amont. Ils le transmettent aux membres du jury, qui prend généralement 3 à 5 minutes pour le lire. Puis on fait rentrer le candidat. On lui demande de se présenter rapidement.
Le jury se présente également très rapidement. Et ensuite, comme l'a dit Sylvestre, il y a une discussion qui s'instaure en fait. Donc les premières questions généralement portent vraiment sur ce qu'a mis le candidat sur son questionnaire, le sport, les hobbies. Donc l'idée, c'est pas que le candidat vive ça comme un entretien, mais vraiment comme une discussion. Et après, d'un jury à l'autre, ça peut effectivement... Enfin, on n'a pas de questions type, on donne pas un livret de questions aux examinateurs du tout. Hein. C'est assez libre, en fait. On leur donne par contre des consignes. La bienveillance, on n'est pas du tout là pour déstabiliser les candidats, même si, comme l'a dit Sylvestre, parfois... Ils se sentent déstabilisés par des questions relativement simples. Typiquement, un candidat qui va nous parler de sport uniquement individuel, on va lui dire vous êtes un peu fâché avec les sports collectifs, vous avez du mal dans les groupes. Voilà, mais c'est vraiment pour initier la discussion, il n'y a pas de questions pièges du tout. Vous allez essayer de titiller un petit peu, de voir comment il va pouvoir rebondir sur certaines choses. Alors, ce qu'on cherche à tester, c'est vraiment la personnalité. Bon, la motivation, on sait qu'ils sont motivés, ils ont fait 2 ou 3 ans de classe prépa, donc c'est pas tant la motivation. La question fondamentale qu'on se pose à travers cette épreuve d'entretien, c'est est-ce que ce candidat sera heureux à l'ESCP? Parce que nous, on connaît les spécificités de l'ESCP. Et donc, un candidat qui aurait un peu de mal à sortir de sa zone de confort, qui aime bien rester entre gens un peu comme lui, à l'ESCP, il va être malheureux en fait. Parce que dès la 2e année, il va être entouré d'Italiens, d'Allemands, d'Indiens, de Chinois. Voilà. Et donc, s'il n'est pas habitué à ça, s'il n'est pas confortable avec cette diversité des cultures et des backgrounds, il va pas être, le candidat ne sera pas heureux chez nous. Et nous, on veut vraiment des étudiants qui profitent pleinement de leur expérience à l'école. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à évaluer à travers l'épreuve d'entretien. Donc, finalement, l'aisance orale, ça compte pas forcément trop. Non. Ce qu'on n'aime pas du tout, c'est les discours totalement formatés. Alors, on sait bien que les candidats, pour s'entraîner, ont appris un petit speech, un peu comme le pitch là d'ailleurs, voilà, pour se présenter, mais il faut vraiment que ça dure pas trop longtemps, que ça soit pas trop formaté, parce que l'idée, c'est vraiment d'instaurer une discussion avec le candidat et puis de savoir ce qu'il a au fond de lui, quoi, et ce qui sera heureux chez nous. Très bien. Alors, un conseil à donner pour ne pas rater les admissions de l'ESCP, en particulier l'épreuve de synthèse. Alors là, déjà, vous venez, Cécile, de donner les clés de la réussite de cet entretien. Là, je me tourne vers Sylvestre, qui l'a passé. Est-ce que toi aussi, des fois, il y a des candidats qui viennent te voir et que tu peux conseiller? Et si c'est le cas, quels conseils tu leur donnes? Est-ce qu'il y a une espèce peut-être des fois de tutorat ou de mentorat avant même que les candidats intègrent le SCP? Oui, bien sûr. Déjà, tout d'abord, c'est de dire aux étudiants, n'ayez pas peur de contacter des gens qui sont à l'ESCP, qui sont peut-être plus âgés que vous, qui sont pas forcément de votre prépa, parce qu'on est toujours là pour répondre aux questions. Il n'y a aucun problème. Ça nous fait même plaisir de partager un peu notre expérience. Le jour de l'oral également, vous avez des admisseurs qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous rassurer aussi. Et un dernier conseil, c'est soyez vous-même, parce que c'est stressant pour tout le monde. Mais finalement, si aussi vous êtes certain de ce que vous dites, si vous savez en parler, c'est comme ça que ça va marcher. Ils sont pas là pour vous piéger. Et donc, détendez-vous au moment où vous commencez à parler, essayez d'instaurer cette conversation. Et l'épreuve de synthèse, alors, est-ce que tu as un tips à donner pour réussir cette épreuve de synthèse qui est vraiment particulière à l'ESCP? Non, pas du tout? Non. On a l'épreuve d'entretien et puis après on a les oraux qu'on appelle techniques. Donc il y a 2 épreuves de langue, LV1 et LV2. Et puis en fonction de leur filière de prépa, ils ont aussi une épreuve soit d'économie, soit de maths, soit de management pour les filières techno. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas d'épreuve synthétique comme on peut le voir dans d'autres écoles? Non, du tout. Très bien, ça c'est un bon point. D'où viennent vos prépas le plus souvent? Alors je vais encore me tourner vers Sylvestre. Ton parcours avant d'intégrer l'ESCP, tu viens de quelle prépa? Alors moi, j'ai fait une prépa à Lyon. J'ai fait Sainte-Marie, donc les Maristes à Lyon. D'accord. Et du coup, pour parler peut-être un peu des prépas, on voit de tous les endroits de la France. Moi, j'ai des amis vraiment qui viennent de partout. Donc, il n'y a pas forcément que des prépas parisiennes, etc. Ça dépend, voilà, juste de comment vous réussissez vos concours, vos euros, mais ça peut venir de partout en France. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure, ça vient vraiment de partout et de toutes les filières au niveau prépa. Et toi, comment t'es venue l'idée de vouloir intégrer l'ESCP? Pourquoi tu t'es tournée vers cette école? Comment tu en as entendu parler? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut être franc. Quand on est en prépa, on a une chose en tête, c'est aussi le classement des écoles. Le classement 6e ou le classement qu'on trouve. Et après, on s'intéresse plus aux écoles au moment des euros. Et c'est vrai que moi, il y a un côté de l'ESCP qui m'a énormément plu, c'était ces campus à l'étranger et cette possibilité justement finalement de faire son parcours, de vraiment le créer et
Et dans l'école, finalement, on vous donne pas une voie toute tracée, c'est vous qui créez votre propre voie. Et ce côté international, de découvrir des personnes venant de backgrounds totalement différents, parlant d'autres langues, moi je trouvais ça très enrichissant. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai mis en avant lors de mon entretien de personnalité, parce que c'est ça que j'avais vraiment envie de découvrir à l'ESCP, et c'est la spécificité aussi de notre école. Alors c'est bien, tu viens de commencer à répondre à la question suivante. Quelle différence as-tu noté entre ta première année et dernière année? Alors Cécile, vous nous avez dit qu'au début, ils sont un petit peu tous de prépa, donc c'est un groupe un peu homogène. Et puis progressivement, petit à petit, ils découvrent d'autres parcours, d'autres personnalités et profils, c'est ça? Oui, alors en fait, la première année qu'on appelle le pré-master, c'est vraiment que des étudiants issus de classe prépa. Alors, de partout en France, hein, mais voilà, c'est que des étudiants de prépa. Et ils n'ont pas de choix, en fait. Alors, ils peuvent choisir leur campus, c'est Paris ou Turin. Tous les campus ne sont pas possibles. Mais la première année, c'est vraiment une année figée parce qu'on sait qu'ils sortent de classe prépa, qui ne sont pas encore à même de faire des vrais choix. Donc, la première année est assez calme sur les choix qu'ils ont à faire. Mais par contre, dès la fin de la première année, ils doivent choisir sur quel campus ils vont étudier le premier semestre de la deuxième année, donc du M1. Et là, effectivement, ils sont rejoints par beaucoup d'étudiants qui viennent de partout dans le monde avec des backgrounds complètement différents. Le premier semestre de la première année, c'est encore des cours obligatoires. Par contre, dès le second semestre de la deuxième année, alors ce n'était pas le cas de Sylvestre parce que c'est la réforme qu'on a fait en cours de route, mais là, nos étudiants en deuxième année, ce semestre, ils pouvaient déjà suivre, enfin, ils devaient déjà suivre une spécialisation. Et donc, en fonction du campus, les spécialisations ne sont pas les mêmes. Alors, on a les classiques qu'on trouve à peu près partout, des spécialisations en finance, en marketing ou en entrepreneuriat, on en trouve sur tous nos campus. Mais par contre, la spécialisation qu'a fait Sylvestre en data science, c'est uniquement à Paris. On a une spécialisation en robotique et intelligence artificielle qui est à Madrid, etc. Donc, ils ont des choix à faire très vite. Des choix et de spécialisation et de campus. Et puis, généralement, ils prennent, notamment les profils prépa, une année de césure entre la deuxième et la troisième année. Et en troisième année, on recommence. Alors, le nombre de choix ne fait qu'augmenter. Donc, en plus des campus et des spécialisations, ils peuvent décider de faire un programme d'échange, donc de passer un semestre dans une université partenaire à l'étranger, et pas que en Europe, ou même un double diplôme, donc faire toute leur année de M2 chez un partenaire, et là, ils obtiennent les deux diplômes, celui de l'ESCP et celui de l'université partenaire. Donc, ils ont beaucoup de choix à faire très rapidement, en fait. Ce choix et ces différents choix de parcours, l'une des raisons pour lesquelles justement Sylvestre a opté pour l'ESCP. Alors Sylvestre, toi, quand tu es arrivé de ta prépa lyonnaise, comment ça s'est passé, ton intégration, etc. C'est la question suivante. Comment se déroule l'intégration des nouveaux arrivants? Que fait l'école pour aider et rendre plus facile l'adaptation des entrants à l'ESCP? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les nouveaux entrants. Il y a tout d'abord ces premières journées, ces rentrées, on découvre notre classe. Donc ça, c'est le côté plus académique. Peut-être que moi, je vais laisser ce point-là à Cécile et moi parler plus du côté associatif qui fait partie intégrante finalement de la vie d'une personne en pré-master. Il y a donc une soixantaine d'associations dans le SCP où vous allez pouvoir découvrir, postuler également en fonction de vos appétences. Ça peut être du fameux BDE à l'association de débat, ou encore à une notation, par exemple, moi, de trek, où on organise un trek éco-responsable. Donc, c'est tout ça, en fait, finalement, tous ces événements qu'on va faire dans le SCP, vous allez pouvoir bien vous intégrer, trouver l'association qui vous plaît, ou encore trouver des amis. Donc, ça se passe vraiment comme ça dès le début. Et après, vous allez, finalement, au fur et à mesure de vos cours, former des petits groupes, découvrir. Les classes sont mélangées aussi, vous pouvez changer de classe de temps en temps, notamment en spécialisation. Donc c'est aussi tout ça, c'est comme ça que vous allez être intégré. Et donc il faut vraiment être très curieux en début d'année pour faire tous les événements possibles pour vraiment découvrir le SCP dans son entièreté. Alors avant que Cécile reprenne la parole sur cette adaptation, sur ces nouveaux entrants, juste parce qu'il y a autant de parcours que de nationalités, Sylvestre, maintenant que toi, que tu es en dernière année, parle-nous par exemple des nationalités qu'on peut avoir dans ta promo, qu'on peut voir. Moi, j'ai fait la full expérience parce que j'ai eu donc une spécialisation en anglais. Donc forcément, j'étais avec des personnes de tout background et de plusieurs nationalités. Donc on a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, des Allemands, Chinois, Indiens. Donc ça vient de partout dans le monde. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de faire un échange à Rome en début d'année, qui m'a permis aussi de découvrir d'autres nationalités. Voilà.
Et on va reparler de ces mobilités qui sont vraiment particulières à l'ESCP sur l'adaptation des nouveaux entrants. Sur l'intégration. Alors, le BDE, le bureau des étudiants, fait un énorme travail d'intégration, j'ai envie de dire, dès leur admissibilité, avec ce qu'on appelle l'accueil admissible, où vraiment, et bon, Sylvestre peut en parler, il était au BDE, il a fait l'ACA, à l'époque où on pouvait le faire parce qu'il n'y avait pas le Covid. Donc rien que ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire aux candidats, voilà ce qu'on est. Et en fait, vous aurez aussi à nous choisir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'école qui choisit les candidats, c'est aussi les candidats qui choisissent l'école. Donc en fait, dès les oraux, les candidats sont vraiment accueillis, aidés par les admisseurs, par le BDE qui s'occupe de cet accueil admissible. Une fois qu'ils sont admis, il y a plein de moments en tout début d'année où les étudiants vont très vite devoir travailler ensemble. On a ce qu'on appelle le séminaire d'intégration académique, c'est un séminaire sur 3 jours où les étudiants sont mis en groupe. Les groupes sont composés pas n'importe comment. On essaye d'avoir aucun étudiant qui vient de la même prépa dans le même groupe. Et c'est vraiment un séminaire d'intégration où pendant 3 jours, ces étudiants qui ne se connaissent pas vont être amenés à travailler ensemble, à s'amuser beaucoup ensemble aussi et à se connaître. Et puis très vite aussi, les cours vont faire qu'ils changent de classe, ils changent de groupe à chaque fois. Il y a beaucoup de travaux de groupe. Donc, on n'a pas d'étudiants qui restent sur le côté. Nos prémasters sont très, très vite intégrés d'un point de vue académique et, comme l'a dit Sylvestre, au niveau des associations étudiantes. Alors, Sylvestre, en tant qu'admisseur, comment rapidement vous les avez séduits durant cet accueil? Je pense que déjà, le SCP a une particularité, c'est que c'est dans le cœur de Paris. Donc forcément, tout de suite, il va avoir une ambiance qui va être particulière. Certes, on n'a pas de campus comme dans d'autres écoles, mais justement, ça fait qu'on reste vraiment dans le SCP et qu'on se connaît très très bien. Il y a ce côté-là qui est important et deuxièmement, c'est aussi, voilà, en tant qu'admisseur, on est bienveillant et le but, c'est vraiment d'aider les étudiants à faire ça et je pense qu'ils le voient parce qu'on est entre nous, on est entre amis, on discute, on est très ouvert, on les fait rire et je pense que c'est ça qui est très important aussi lors de l'accueil admissible, voilà, de les détendre et qu'ils voient aussi l'ambiance de l'école. Donc à noter, bonne ambiance à l'ESCP et Sylvestre en prime fait des blagues pour vous détendre. Alors on va parler de la nouvelle réforme de votre programme juste après le stop cliché. Alors Cécile, Sylvestre, est-ce que vous avez un cliché à détruire là maintenant? Il y en a plein, on va essayer, on n'aura jamais assez de temps pour tous les détruire. Peut-être on choisir un. Allez, parfois on entend que les étudiants issus d'écoles de commerce sont tous les mêmes et sont complètement formatés. Bon, alors c'est peut-être vrai ailleurs, mais pas du tout à l'ESCP, comme on l'a dit. Et on a autant d'étudiants que de parcours en fait dans le programme. Donc on a tous sauf des étudiants formatés qui sortent de l'école. En fait, ils arrivent formatés et ils sortent déformatés. Oui. Très bien. Parfaitement démonté par Cécile. Est-ce que tu as un autre cliché, Sylvestre? Ou tu veux rebondir sur celui-là aussi? Tu peux. Non, je pense que pour un autre et pour rassurer les étudiants, on entend beaucoup dire que les écoles de commerce sont que des fils à papa, etc. Je pense qu'il y a une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides du Crous, mais aussi de la Fondation ESCP, qui sont là pour aider tous les étudiants à faire cette école. Donc, n'ayez pas peur, ne vous frustrez pas ou ne dites pas « je ne vais pas tenter l'ESCP parce que je ne pourrai pas financer ». Et également pour la vie à Paris, il y a des associations dans l'ESCP qui vous permettent de faire des missions et de gagner de l'argent comme un petit job étudiant, donc qui vous permet aussi de vivre pleinement votre expérience parisienne. Oui, d'ailleurs, on reviendra là-dessus quand on parlera de comment vous avez géré justement cette crise sanitaire et comment vous avez accompagné et aidé vos étudiants dans cette crise. Quels choix et possibilités s'offrent à vos étudiants? Alors, au niveau des parcours, et on va parler justement de cette nouvelle réforme où il y a plein de spécialisations, c'est ça qui attendent vos étudiants. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, les étudiants, pendant les 2 premières années, ils n'avaient quasiment pas de choix, si ce n'est le choix du campus. C'était des cours obligatoires pendant 2 ans. Et donc, tous les étudiants devaient faire tous ces cours obligatoires pendant 2 ans. Et puis, ils avaient accès à des spécialisations uniquement en dernière année. C'est en discutant beaucoup avec nos étudiants, en fait, qu'on s'est rendu compte que ça arrivait un petit peu tard. Parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'étudiants qui prennent une année de césure pour faire 2 stages entre la 2e et la 3e année. Et quand ils arrivaient dans les spécialisations, ils disaient régulièrement, c'est bien dommage d'avoir eu ces cours-là que maintenant. Parce que si je les avais eus plus tôt, mes stages auraient été meilleurs, j'aurais peut-être transformé le stage en job plus rapidement, etc. etc. Donc l'idée, ça a vraiment été de repenser tous les cours obligatoires, au lieu de les faire sur 2 ans, de les faire sur 1 an et demi, et puis de permettre à nos étudiants de faire une spécialisation dès le 2e semestre du M1
Et également de faire ce qu'on appelle l'hybridation des compétences, c'est-à-dire de permettre aux étudiants de développer plusieurs compétences, parce que là, c'est en discutant avec nos entreprises partenaires, on s'est rendu compte que c'était extrêmement recherché. Donc aujourd'hui, on a créé, alors on en avait une trentaine, on a créé plus de 30 nouvelles spécialisations dans le cadre de cette réforme. Alors on a des spécialisations très classiques en marketing, finance, contrôle de gestion, entrepreneuriat, ça existait avant, mais on a créé donc des spécialisations en applied data science, comme a fait Sylvestre. On vient d'en créer une en affaires publiques, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous demandaient ce type de spécialisation. On a une spécialisation en food and beverage à Turin. Et donc vraiment, l'idée, c'est de permettre à nos étudiants, alors ceux qui ont déjà un projet professionnel très précis, de capitaliser. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 2, 3 spécialisations en finance. Elles ne seront pas redondantes, elles seront très complémentaires. Et puis, au contraire, ça vous permet aussi de changer d'avis. Je pensais vouloir faire du marketing. J'ai fait une spécialisation en marketing, un premier stage. Je me rends compte que ça ne me plaît pas. Ce n'est pas grave. Il me reste encore toute une année donc, de spécialisation pour me réorienter. Et puis, on a aussi de plus en plus de métiers qui demandent ce type de double compétence. Donc, typiquement, vous voulez travailler au FMI, par exemple, avoir une spécialisation en finance, une spécialisation en affaires publiques, une spécialisation en économie. C'est très, très, très recherché, très valorisé par les employeurs potentiels. Donc le doute est permis, on a le droit déjà de se réorienter en n'ayant même pas terminé ses études. Oui. Je vois Sylvestre qui fait oui de la tête, tu vas nous expliquer pourquoi tu fais un oui aussi, aussi important de la tête. Et surtout, quelle différence tu as noté entre la méthode d'apprentissage et pédagogique de la prépa et celle de l'ESCP? Qu'est-ce qui t'a plu? Bien sûr, tout d'abord pour la capacité de douter. C'est vraiment aussi, c'est le but, c'est comme ça qu'on construit notre parcours, c'est avec le doute. Moi, par exemple, j'ai fait une année de césure dans l'industrie du luxe et aujourd'hui, je me tourne vers une autre industrie qui est le conseil en stratégie. Et finalement, j'ai eu ce droit au doute où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans tout de suite ou pas? Et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai un peu trouvé ma voie, ou en tout cas que je peux essayer de faire quelque chose et découvrir d'autres secteurs, et c'est ça qui est très intéressant. Au niveau de la pratique, au niveau de tout ça, qu'est-ce qui te plaît vraiment et qu'est-ce que tu vois comme différence avec ce que tu as connu avant? Finalement, c'est vraiment, vous l'avez cité, c'est le mot pratique. C'est qu'en prépa, on apprend beaucoup. C'est très académique, il y a des choses à savoir. Et à l'ESCP, c'est pratique. C'est pratique à travers les projets de groupe qu'on met en place, où par exemple, on peut faire des véritables pitchs pour créer notre société, des choses comme ça. C'est également la capacité avec les associations, c'est pas juste le but de s'amuser, c'est vraiment très formateur sur différents domaines, que ce soit de la communication, de la gestion de budget, des partenariats avec des entreprises, du démarchage. Donc ça, c'est vraiment le côté très pratique. Et après également, je pense qu'il y a un deuxième aspect de l'ESCP, c'est cette capacité à nous donner plusieurs chemins, plusieurs voies, et de nous dire testez-les toutes, ce qu'on n'avait pas forcément en classe préparatoire où c'était déjà fixé et finalement on pouvait pas, on changeait pas le programme. Oui, et en plus, toi, ton parcours, c'est assez particulier, comme tu viens de le dire. Tu es passé d'un domaine à l'autre, complètement différent. Tu es en stage en ce moment? Tu as quel statut? Tu en es où, professionnellement parlant? Alors moi, j'ai fini mon Master 2. Il me reste juste mon mémoire à écrire et je commence un stage de fin d'études en septembre. Et donc, on peut se dire, oui, il sort de l'ESCP, il va pas en CDI. C'était vraiment un choix de faire un stage. On nous donne la possibilité de faire un stage de fin d'études. Moi, j'en profite pour découvrir un autre domaine. Et c'est vraiment aussi une spécificité de l'ESCP, c'est cette découverte de plein de possibilités. Ah oui, plein de possibilités. Il a troqué, Cécile, un CDI pour se réorienter. C'est courant, ça? Ça, oui. J'en ai d'autres en tête qui me disent, alors que c'est plutôt le contraire. Je pense à une camarade de Sylvestre, qui était au BDE également, qui pensait travailler dans l'événementiel ou dans la gestion hôtelière, qui a fait 2 stages, donc en événementiel, gestion hôtelière. Elle a fait son M2 en apprentissage, où elle a travaillé chez Pernod Ricard en product owner. Et puis, elle a une offre de job dans un cabinet de conseil, mais en fait, elle veut être data analyst. Et donc, elle va a priori signer un CDI de data analyst. Donc, oui, les changements de parcours... Ils sont jeunes, c'est normal de changer d'avis, en fait, de ne pas savoir précisément ce qu'on voudra faire quand on sortira de l'école. Donc, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Ouais. Donc, on peut encore douter en sortant de l'école, mais à coup sûr, on peut avoir un CDI. Ça, c'est une information importante. On a presque 40% de la promo qui signe un CDI à la fin de son 2e stage de césure, en fait. Donc, ils ont encore 1 an d'études, mais ils ont déjà signé un CDI. Donc on a aussi des étudiants qui, au contraire, restent sur le chemin qu'ils s'étaient donné et ils y arrivent très bien.
Et ça va rassurer bon nombre de parents, notamment l'international qui est dans votre ADN depuis toujours. Vos mobilités à l'international sont-elles toujours d'actualité obligatoire? C'est la question d'après. Alors, avant le Covid, c'était le cas. Donc, on a 2 types de mobilité internationale obligatoire. La mobilité internationale académique. Alors, hormis la première année, mais sur les années 2 et 3 du programme, les étudiants ne peuvent pas étudier plus de 2 semestres sur le même campus. Donc, ils sont obligés de bouger. Et puis, on a une deuxième mobilité internationale, qui est la mobilité internationale professionnelle. Et avant le Covid, les étudiants étaient obligés de faire au moins un stage à l'étranger pour être diplômés. Parce que pour être diplômé, il ne suffit pas de valider tous ses cours et son mémoire. Il fallait également Petit clin d'œil, Sylvestre. Petit clin d'œil à Sylvestre. C'est important de travailler le mémoire. Il fallait donc avoir valider 40 semaines d'expérience professionnelle dans au moins 2 pays et avoir étudié dans minimum 2 pays. Notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des étudiants qui étudient sur tous nos campus. Donc, cette mobilité internationale académique, Covid ou pas, on l'a maintenue. La mobilité obligatoire sur l'expérience professionnelle à l'international, effectivement, c'est une contrainte qu'on a levée parce qu'avec le Covid, c'était vraiment compliqué pour nos étudiants de trouver des stages à l'étranger. C'était même pas possible, en fait, avec la fermeture des frontières. Donc, on a fait des petits aménagements sur notre programme et sur les conditions de diplomation pour que nos étudiants puissent quand même être diplômés malgré la crise sanitaire. Donc, plus flexible, mais ça continue quand même. Vos partenaires historiques à l'étranger sont toujours là, oui. Et là, ça va repartir? Oui, tout à fait. Alors nous, sur nos campus, il n'y a aucun problème, hein. On a beaucoup d'étudiants qui, ce semestre, étaient à Madrid, parce qu'à Madrid, typiquement, il y avait beaucoup moins de contraintes sanitaires qu'ailleurs. Et puis nos universités partenaires pour les programmes d'échange double diplôme, pour l'instant, c'est maintenu. Alors certaines destinations, on a quelques doutes, notamment l'Inde, parce qu'on sait que voilà, la situation sanitaire est très compliquée en Inde, mais si un étudiant avait un programme d'échange qui était prévu pour l'Inde et qui finalement est annulé ou est en ligne, on va accepter que l'étudiant ne le fasse pas en ligne parce que l'expérience internationale n'est pas tout à fait la même, et on va lui proposer des spécialisations, des cours sur nos campus. Donc il y aura de toute façon de la mobilité internationale académique. Et de l'international aussi, qui viennent les trouver sur place, sur le campus, avec les différentes nationalités avec lesquelles ils étudient. Sylvestre, toi, tu as eu la chance de pouvoir étudier à Londres, en campus, et à Rome, en échange. Raconte-nous ces expériences. Alors, c'est 2 expériences qui sont différentes. L'une, on est sur donc, le campus de l'ESCP, donc personne de l'ESCP. C'était génial. Moi, j'ai adoré mon expérience à Londres. Ça nous change. Moi, j'étais resté 1 an et demi à Paris avec les associations, donc mon pré-master et mon S1 de mon Master 1. Et après, je suis parti à Londres aussi. Ça nous permet de souffler, de changer un peu de vie. C'est pas du tout le même campus, c'est pas du tout la même vie sur les campus. Chaque campus a son identité propre. Et c'est aussi ça qu'on choisit. Moi, j'adorais Londres de base. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Ça m'a permis aussi de parler plus avec des personnes d'autres nationalités. Parce qu'au début, je faisais peut-être un peu moins sur le campus de Paris. Donc, ça, c'était ma première expérience. Et après, j'ai eu la chance de partir aussi en échange, donc à Rome. Donc là, forcément, on était 4 étudiants de l'ESTP sur tous les Erasmus de Rome. Donc c'était vraiment très intéressant parce que voilà, on a créé un groupe d'amis de différentes nationalités. Je pense qu'il y avait au moins 8 ou 10 nationalités, même avec le Covid. Donc on a eu cette chance, voilà, de découvrir d'autres personnes, d'autres nationalités, d'autres fonctionnements aussi d'école. Et c'était intéressant parce que ça complète vraiment nos compétences et notre diplôme. Et ça permet aussi de vraiment évoluer au niveau linguistique, non? Ton niveau d'anglais, il a explosé? Mon niveau d'anglais a vraiment explosé avec ces deux expériences. Au début, donc moi j'avais pris English Track quand même à partir de mon Master 1. Mais on comprend tout, c'est pas le problème. Mais il y a aussi cette possibilité de parler avec des étudiants étrangers qui, eux, parlent anglais couramment. Parce qu'en France, c'est un peu plus difficile, disons. On n'a pas le même niveau. Et justement, c'est là où on progresse. Et c'est vraiment avec cette vie de tous les jours qu'on progresse en anglais. C'est vrai que moi, mon niveau d'anglais a vraiment explosé, disons, avec ces 2 expériences. Alors, Sylvestre l'a rappelé, hein, il a choisi le parcours en English Track. Il y a aussi le parcours en alternance? Alors, on a effectivement des possibilités d'alternance. On a 2 formats, le 24 mois qui est vraiment réservé pour les étudiants issus du pré-master. Donc, l'alternance n'est pas possible en première année. En pré-master, c'est le parcours classique. Et donc, ces étudiants issus de classe prépa, à la fin de leur première année, peuvent choisir l'alternance 24 mois. Donc, les 2 dernières années du programme, ils le font en alternance et il y a quand même de l'international dans l'alternance à ESCP. Ils partent 1 mois et demi sur le campus de Madrid à la fin de leur M1. Ils peuvent même partir en programme d'échange à l'autre bout du monde avec l'accord de l'entreprise.
D'accord, donc même en alternance, ils peuvent voyager, ça c'est assez inédit parce qu'on peut se dire qu'en alternance, on ne peut pas, avec l'emploi du temps, le rythme, etc. Alors justement, on a partir. un rythme spécifique, il faut que l'entreprise l'accepte, bien évidemment. Alors il y a une réforme en ce moment de l'apprentissage qui n'est pas liée à ESCP, qui est une réforme de l'État. Donc on espère qu'on va pouvoir maintenir la mobilité internationale de nos étudiants qui sont en apprentissage. On a encore quelques doutes, on attend les consignes. Mais en tout cas, jusqu'à cette année, c'était le cas, oui. Alors, vous l'avez dit, Cécile, vous avez aménagé un petit peu et vous êtes un peu plus flexible concernant vos mobilités et l'international. Ça a été le cas aussi pour le Covid, pour gérer cette crise sanitaire. Comment avez-vous géré justement cette crise et comment vos étudiants l'ont vécu? Alors, je pense qu'ils l'ont très mal vécu, malgré tous nos efforts. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, nous, les écoles, on n'a jamais autant travaillé que pendant les confinements. La première étape, ça a été de s'assurer que nos étudiants qui étaient à l'étranger puissent être rapatriés dans de bonnes conditions. Ça nous a beaucoup occupé. Ensuite, passer les cours de présentiel à distanciel du jour au lendemain. On a eu beaucoup de chance à l'ESCP, on a pu le faire vraiment du jour au lendemain pendant le premier confinement. Et donc, c'est vrai qu'après les autres confinements, ça n'a pas été un vrai sujet parce que voilà, on l'avait déjà fait. Et puis, très vite, se posent les questions des examens. Comment est-ce qu'on maintient des examens, l'équité de traitement, donc tout un déploiement d'examens en ligne pour assurer quand même la qualité du diplôme, parce que nous, on est les garants de la qualité du diplôme. Et puis, dès le début du premier confinement, on a mis en place plusieurs dispositifs pour aider nos étudiants, pour être sûr qu'ils ne soient pas trop isolés. Donc, on avait une cellule de crise avec du staff de l'école, avec une adresse mail où tous les étudiants qui ne se sentaient pas bien envoyaient un mail et on faisait des rotations pour y répondre. Donc, ça, c'était à court terme. On a également mis en place des coups de pouce financiers parce que le confinement a duré. Et donc, les étudiants qui comptaient sur un job étudiant ou sur un stage pour financer une partie de leur scolarité ou pour tout simplement payer le loyer, certains se sont trouvés vraiment dans de grandes difficultés financières. Donc, on a mis en place un système de bourse d'urgence Covid. On a distribué pas mal d'argent pour aider nos étudiants, tout simplement à ce qu'ils ne soient pas expulsés. Et puis, on a, grâce à notre association des anciens, on a mis en place une ligne écoute solidaire où on a plus de 1000 alumni qui ont contacté chacun 2 à 3 étudiants de dernière année pour prendre de leurs nouvelles, pour créer du lien et puis pour nous faire remonter les cas problématiques parce que tous les étudiants qui allaient mal n'ont pas forcément eu la démarche de nous solliciter en direct. Donc, c'était une année intéressante. On a beaucoup travaillé. Beaucoup de mise en place, surtout pour aider vos étudiants. Comment tu l'as vécu, cette période? Toi, Sylvestre, alors tu ne peux pas vraiment parler pour tous tes camarades, mais toi, personnellement, comment tu l'as vécu? Est-ce que toi aussi, on t'a appelé? Alors moi, je l'ai vécu surtout sur le semestre 2 de mon Master 2, du coup, quand je suis revenu à Paris pour suivre ma spécialisation Applied Data Science. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était très bien mené. On gardait une qualité de cours. On peut se poser la question, est-ce que finalement, quand on va être en distanciel, est-ce qu'on va garder la même qualité de cours? Moi, j'ai trouvé ça très bien géré, surtout en venant d'une autre université avec mon échange. J'ai trouvé ça très bien géré, que les professeurs étaient vraiment disponibles. Même voilà, pour vous dire, j'ai un professeur, on a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé avec tous les élèves et le professeur. Donc c'était simple en fait de discuter, d'émettre des doutes ou voilà, si on avait des questions, il n'y avait aucun souci pour les contacter. On sait que les examens ont été repensés par des projets de groupe vraiment qui étaient beaucoup plus, disons, prenants, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Je trouvais qu'on était très bien accompagnés. Moi, j'ai pas été contacté, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un véritable suivi parce que finalement, on reçoit tous des mails et c'est vrai que notre directeur nous donnait, par exemple, tous les mails pour nous donner un suivi du Covid, comment l'ESCP faisait face au Covid, qu'est-ce qu'il mettait en place. Donc vraiment, tous les élèves étaient au courant de ce qui se passait. Et également sur les alumni, l'association des alumni qui ont contacté des élèves, on l'a vu passer, que ce soit en mail, que ce soit sur LinkedIn. Donc vraiment, je pense que tous les étudiants ont été au courant de ce qui se passait et pouvaient faire appel à une aide s'ils en avaient besoin. Très bien, donc vous n'êtes pas senti au final abandonné. Tous les services dédiés aux étudiants, ils ont aussi été modifiés, tout était en ligne. La bibliothèque, le service des sports, l'infirmerie, tous les services de l'école. On a une salle de marché, d'habitude il faut venir en présentiel. Là on a négocié avec le prestataire pour que tout soit accessible en ligne. Donc ça veut dire, je vous pose la question exprès parce que ça veut dire qu'il y a une infirmerie, qu'il y a une bibliothèque, il y a quoi d'autre, Sylvestre? Une salle de sport, une salle de sport. Beaucoup de choses. Il y a une salle de sport, il y a même une cantine, et ça c'est très important quand on est à Paris pour les élèves, parce que c'est une cantine aussi qui est subventionnée par le CROUS, si je ne me trompe pas, donc aussi c'est très important. Il y a tous des locaux pour toutes les associations, on a cette particularité d'avoir un lieu, un couloir spécial pour l'ensemble des associations. Donc il y a vraiment, sur le campus, il y a tout ce qu'on a besoin pour bien étudier.
Est-ce qu'il y a de l'entraide aussi au niveau logement? Parce qu'on est à Paris. Toi, tu viens d'une prépa lyonnaise. Alors, il y a de l'entraide. Il y a un groupe spécial de l'ESCP géré par l'ESCP qui permet de trouver des appartements. Il y a également aussi de l'entraide entre étudiants. Dès qu'on quitte notre appartement, on met un message sur les groupes de promo. Voilà, je quitte mon appartement, il est placé à tel endroit, il était très bien. Donc, il y a vraiment cette entraide de dire, bah, finalement, moi, j'ai eu cet appartement. Si quelqu'un de l'école peut le récupérer, bah, tant mieux. Très bien. Alors juste, Cécile, pour revenir sur les diplômes, parce que j'ai une question là-dessus, vous pouvez nous rappeler, on peut obtenir quel type de diplôme avec votre programme? Beaucoup. Beaucoup. C'est la vraie particularité de SCP qui est assez méconnue en fait. C'est que avec le SCP, vous pouvez avoir le diplôme de l'ESCP, qui est le diplôme français avec le visa grade de master, qui est très connu partout. Mais en plus de ce diplôme, sans aucun effort, gratuitement, si vous passez un semestre à Londres, vous pouvez obtenir un diplôme supplémentaire qui est le diplôme de master de City University. Vous passez un semestre sur le campus de Madrid, vous obtenez le diplôme Carlos III. Vous passez un semestre sur le campus de Berlin, vous obtenez le German MSc et ainsi de suite. Donc en fait, nos étudiants issus de pré-master peuvent avoir jusqu'à 5 diplômes quasiment automatiquement. Alors, l'idée, c'est pas d'accumuler des doubles diplômes, hein, juste en étudiant sur les campus de l'ESCP. Mais si vous savez déjà que vous voulez plutôt travailler en Allemagne à la fin de vos études ou en Angleterre, hein, avec le Brexit, ça peut être intéressant d'avoir en plus du diplôme de l'ESCP un diplôme reconnu localement. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'ESCP. C'est ce qui fait notre singularité. Hein. J'ai défini l'école en disant que c'était une école européenne. C'est vraiment une école européenne puisque nos étudiants peuvent avoir cette reconnaissance locale de leur diplôme. Donc une école ouverte sur le monde, justement, on va faire une pause internationale avec le Qui suis-je? Alors, les 3 personnalités que j'ai choisies aujourd'hui vont s'afficher dans un instant à l'écran, sur votre écran. Vous allez les voir s'afficher. Je ne sais pas si vous allez les reconnaître. En tout cas, je vais vous dire qui elles sont. Je suis sûre qu'il y a une ou deux. Celle du milieu, vous l'avez reconnue, je suis sûre, Sylvestre, parce qu'elle est un peu plus jeune que vous. Alors, je vais commencer par le seul homme des 3. Il est en minorité aujourd'hui. Dr Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018. Ce gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais continue avec son équipe de traiter des milliers de femmes victimes d'agressions sexuelles et de mutilations. On l'appelle l'homme qui répare les femmes. Au milieu, Millie Bobby Brown, si je vous dis Stranger Things. Ça te dit quelque chose, Sylvestre? Forcément, ouais. La jeune actrice âgée de 16 ans est également la plus jeune ambassadrice de l'UNICEF. Elle est nommée pour promouvoir les droits de l'enfant et elle utilise régulièrement les réseaux sociaux, sa plateforme personnelle aussi pour mettre en lumière des enjeux sociaux, dont la marche pour nos vies et le mouvement Time's Up, entre autres. Et puis là, l'autre jeune fille à côté, tout aussi jeune, Amika George, qui en 2017 a seulement 18 ans, elle a fondé Free Periods pour lutter contre la précarité menstruelle au Royaume-Uni. Elle avait organisé une manifestation qui a vu plus de 2000 personnes vêtues de rouge défiler comme ça sur Downing Street. Et peu de temps après, le gouvernement il a cédé et il a annoncé qu'il commencerait à financer des serviettes hygiéniques, des produits sanitaires gratuits dans toutes les écoles et collèges anglais. Donc des fois, voilà, il suffit d'un engagement. Il n'y a pas d'âge pour s'engager, pour militer en faveur de justes causes. Ce sont des étudiantes dans des domaines différents. Et puis, il y a aussi le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui continue son combat. Alors, c'est pas facile aujourd'hui, mais on a 3 vraiment. On a une britannique, on a une américaine, on a un congolais. 3 profils différents. Alors, allez, Sylvestre, tu vas te mouiller. Allez, tu sautes. Je me mouille. Moi, personnellement, je pense que je prendrais Millie Bobby Brown. Pour 2 aspects. Moi, par exemple, j'ai fait une mission humanitaire aux Philippines et c'est quelque chose aussi qui me touche personnellement, voilà, d'aider des enfants, etc. Et je pense aussi, c'est en rapport avec l'ESCP parce que à l'ESCP, et Cécile nous en parlera, de l'inclusion diversité. Et je pense que c'est très important, cette volonté aussi de s'engager personnellement, que ce soit à travers des associations ou que ce soit à travers l'administration et l'aide autour de cette question de l'inclusion et de la diversité que Millie Bobby Brown représente à part entière.
Alors, je vais vous laisser choisir et ensuite, on parlera des étudiants engagés. Alors, pour moi, bon, c'est difficile de choisir parce que je ne suis pas simplement la directrice académique du programme Grande École, je suis aussi la directrice pour l'inclusion et la diversité, donc j'aurais pu choisir les trois. J'aurais quand même une petite préférence pour le prix Nobel de la paix, qui se bat pour les femmes, alors que ce n'est pas une femme. Et donc, dans ces thématiques d'inclusion et diversité, ce qui est compliqué, en fait, c'est de motiver des personnes, de faire comprendre à des personnes que ça les concerne aussi. Et donc, je trouve que de voir un homme se battre pour le droit des femmes, ben, c'est assez rare. Donc, je choisirais plutôt le prix Nobel. C'est beau. Question de génération aussi, Sylvestre. Oui, mais c'est très vrai, c'est très beau aussi. Un homme qui se bat pour le combat des femmes, pour qu'on les traite bien, des personnes qui ne sont pas victimes de racisme, qui vont se battre aussi pour la diversité. Tout ça, ça fait partie de ce combat. Et justement, est-ce qu'à l'ESCP, il y a de la place pour les étudiants engagés, pour s'engager pour des nobles causes, pour militer? Oui, oui. Alors déjà à travers les associations étudiantes, parce qu'on parle toujours un peu des mêmes associations, la Junior Entreprise, le BDE, mais il y a aussi beaucoup d'associations étudiantes solidaires qui vont prendre ces sujets de société, même si elles ne sont pas directement concernées, pour le coup, elles vont les prendre à bras-le-corps et elles vont pas simplement militer, mais elles vont agir. Je pense à l'initiative de Fleur de Bitume, juste après le deuxième confinement, qui a signé un partenariat avec un collège en ZEP et qui a monté avec des élèves de 3e des projets de start-up. Voilà, donc on a de plus en plus d'étudiants qui sont extrêmement engagés, mais qui sont dans l'action. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant et important. Mais il n'y a pas que ça. Nous, à l'ESCP, quand les étudiants arrivent, en fait, depuis 2 ans, ils ont, le jour de la semaine de la rentrée, ils ont un séminaire inclusion et diversité où on va les sensibiliser alors à différents thèmes de société. C'est jamais les mêmes d'une année sur l'autre, mais tout ce qui est sexisme, agression sexuelle, homophobie, racisme, handicap. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur, de leur ouvrir un peu l'esprit sur des sujets qui ne sont pas forcément simples. Et puis, on profite de cet événement pour solliciter des étudiants pour travailler avec nous sur ces sujets d'inclusion et diversité. Parce que il y a quand même un gap générationnel. C'est-à-dire que nous, le staff qui nous occupons de ces sujets-là, à un moment, on se dit, mais on a un prisme de plus de 40 ans, en fait, et on a vraiment besoin de travailler avec la jeune génération, des étudiants motivés, impliqués, pour nous aider à faire évoluer les mentalités sur ces sujets-là. Donc, on a un comité inclusion et diversité étudiant qu'on recrute le jour de cette sensibilisation. Et c'est notamment peut-être pour ça aussi qu'en sortant de l'ESCP, ils ne sont pas les mêmes qu'en rentrant. Ils s'ouvrent un peu plus de conscience. On va retourner aux questions. Merci pour vos choix tous les deux. Alors, quelle relation ont vos étudiants avec les anciens? Vos alumni s'impliquent-ils beaucoup dans la vie de l'école? Alors, on en a parlé, hein, du mentorat des alumni, de ces coups de fil, justement, en plus pendant la crise sanitaire. Donc, en fait, quand Sylvestre va sortir, il va pouvoir aussi faire partie de ce réseau alumni? Tout à fait. Il fera partie de ce réseau alumni. Alors, nous, les alumni sont très, très présents à l'ESCP à plusieurs niveaux. Bah, déjà, ils font partie 9 fois sur 10 des jurys de l'épreuve d'entretien. Certains d'entre eux donnent des cours, font des vacations à l'ESCP. On les sollicite aussi, les anciens, quand on fait ce qu'on appelle les Professional Advisory Board. Donc justement, quand on veut revoir les programmes, voilà, si moi je veux booster une spécialisation en marketing digital ou en luxe. Moi, je n'ai pas de compétences spécifiques dans ces deux domaines. Je suis professeur de finance. Ben, je vais aller voir dans mes anciens qui travaillent dans ces deux domaines et qui va être capable de nous dire si ce qu'on propose en termes de contenu académique, ben, c'est effectivement ce dont le marché de l'emploi a besoin ou pas. Donc, nous, les anciens sont très, très présents à l'ESCP à plein de moments de la vie de l'école, en fait, et des étudiants. Donc justement, en parlant de marché de l'emploi, Cécile, ça tombe très bien. Dernière question de cet oral qui touche à sa fin, malheureusement. Même si on a dit pas mal de choses aujourd'hui. Où as-tu fait ton premier stage et comment tu l'as trouvé? Donc Sylvestre, c'est une question qui t'est dédiée. Je sais que tu as fait tes stages dans plusieurs grands groupes, en fait. Hein. Alors oui, moi j'ai fait mon premier stage de césure. Je l'ai fait chez Cartier et mon second chez Hermès. Et pour le trouver, je suis passé par la plateforme Job Teaser spéciale de l'ESCP. Avec des offres qui sont spécialement pour les élèves de l'ESCP. On a cette chance aussi d'avoir certaines offres qui nous sont dédiées. Donc après, ça passe par un parcours de recrutement. On donne notre CV, une lettre de motivation et après, voilà, les entretiens s'enchaînent. C'est pas toujours simple parce que, voilà, on est en compétition aussi. Mais tout à peu près, je me permets de dire ça, je pense tous les élèves de la promo trouvent des stages aussi qui
qui sont intéressants. Et même si finalement, vous vous dites à la fin de votre stage, je sais pas ce que je veux faire, bah au moins, vous en tirez quelque chose et vous dites, bah je vais plutôt m'orienter vers un autre secteur. Et donc, on retiendra que la césure, notamment, est possible. Vous avez plusieurs partenaires aussi au niveau des entreprises pour les aider comme ça à trouver aussi? Oui. Alors, on a effectivement des entreprises partenaires qui nous envoient des offres de stage ou des offres d'alternance de manière privilégiée. On a un service carrière sur tous les campus qui aide les étudiants à de choses assez basiques, refaire le CV, la lettre de motivation ou comment préparer un entretien, voilà, le contact oculaire, la façon de se présenter. Donc, il y a vraiment un gros appui aux étudiants pour trouver leur stage, pour les aider. Et effectivement, on a des entreprises qui veulent absolument recruter un ESCP en stage ou en job d'ailleurs. Donc, on a certaines offres dédiées uniquement pour des étudiants de l'ESCP. Donc, s'ils veulent absolument recruter des étudiants de l'ESCP déjà en stage, avant même qu'ils finissent leur parcours, ça veut dire qu'après, c'est du pain béni aussi? Oui, ils savent ce qu'ils recrutent en fait. Alors, ça peut être, c'est soit des anciens qui veulent absolument recruter des ESCP, mais pas toujours. C'est pas toujours le cas. Et simplement, ils ont eu une fois, pas par hasard, mais voilà, ils ont eu un stagiaire qui venait de l'ESCP, ils en étaient satisfaits, ils vont renouveler. C'est souvent le cas pour les contrats d'apprentissage en fait, pour l'alternance. L'alternance se finit, l'étudiant, enfin l'apprenti est recruté, et puis il y a un nouveau poste d'alternance, et donc on va demander plutôt à ESCP parce que l'expérience avec cet étudiant-là était bonne. Et on imagine qu'il y a autant de postes et de fonctions possibles que de parcours à l'ESCP. Il est temps de conclure cet oral avec le temps additionnel. Eh bien, on va commencer avec toi, Sylvestre, et puis on finira avec la directrice, Cécile. Alors moi, s'il y avait encore quelque chose à vous dire, c'est que l'ESCP, finalement, c'est ce que vous en faites. Donc, n'hésitez pas à être curieux dès le début de votre parcours et à construire votre propre expérience à l'ESCP avec vos spécialisations, avec vos associations et même en n'hésitant pas à contacter des alumni pour découvrir leur parcours. Très bien, donc on voit que tu es à l'aise, on sent que tu as bien réussi tes épreuves orales, toi. Cécile. Oui, je dirais, notamment, je voudrais m'adresser à tous les préparationnaires qui stressent un petit peu. Comme je le dis lors des amphis de rentrée, c'est comme le tango, ça se danse à deux. Et en fait, profitez du moment où vous allez venir passer vos oraux pour vraiment comprendre ce qu'est l'école et vous poser la question, parce que généralement, les candidats ont plusieurs choix d'école. Posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'étudier dans cette école? Voilà, nous, on veut juste des étudiants qui seront contents et qui tireront le meilleur en fait de cette expérience. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous, Cécile, d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci en distanciel à Sylvestre qui était avec nous. Si vous avez des questions, d'autres questions sur le SCP, n'hésitez pas, Sylvestre l'a dit en tant qu'admisseur, à les contacter. Merci à Nelson Jiménez et à Léonard Lauton. Et nous, on se dit à très vite sur Campus Chanel.